Au secours, aidez ma maman. On lui fait mal. Le hurlement de détresse perça la quiétude de la ruelle d'un village provençal tel un éclair fendant la nuit. Sa petite voix, brisée par la terreur et le désespoir, se répercuta sur la vaste aire de stationnement d'une luxueuse demeure. La petite fille, Chloé Dubois, 5 ans à peine, vêtue d'une robe bleue impeccable, désormais fripée et maculée de poussière, sprintait pieds nus vers un rassemblement de motards stationnés de l'autre côté de la chaussée. Les larmes creusaient des sillons sur ses joues tandis qu'elle chancelait, agrippant le bas de sa robe, ses sanglots déchirant l'air paisible du crépuscule. En face, plusieurs motards se retournèrent, interloqués. Le doux ronronnement des moteurs vibrait sous un firmament pourpre et étoilé. Le plus corpulent d'entre eux, un colosse aux avant-bras couverts d'encre, ôta lentement son casque, son visage passant d'une expression de curiosité à une vive préoccupation. Mais bien avant que l'instant du sauvetage n'arrive, avant même que ses moteurs ne vrombissent pour la délivrer, la journée avait débuté comme toutes les autres pour Sandrine Leclerc. Ce soir-là, le soleil avait glissé derrière les collines du village animé où trônait le château de la Grêle, une grande demeure en Provence, véritable citadelle de pierre et de verre. Derrière ces hautes grilles, l'opulence était partout, des parquets de marbre poli qui renvoyaient des reflets glacés, des lustres d'argent étincelants, et une aire de stationnement si grande qu'elle aurait pu accueillir une réception mondaine. Pourtant, sous cette façade de luxe, invisible et ignorée, Sandrine Leclerc s'échinait déjà. Sandrine, femme de ménage d'origine maghrébine de 45 ans, portait sa fatigue avec une grâce discrète. Son dos la martyrisait, brisé par des années à s'agenouiller sur des sols durs. Ses mains, usées par les produits corrosifs, étaient rêches comme de l'écorce. Malgré tout, son uniforme restait d'une propreté irréprochable, ses cheveux sagement noués, et son sourire, bien qu'éteint, demeurait accueillant. Non par amour pour sa tâche, mais par pure nécessité. Depuis la mort de son mari dans un accident à l'usine des années plus tôt, Sandrine n'avait que sa fille Chloé. Chacun de ses gestes, chaque surface frottée jusqu'à la douleur, chaque nuit écourtée, était un sacrifice pour elle. La grande demeure n'était pas qu'un lieu de travail. C'était une arène où elle combattait chaque jour l'épuisement, l'injustice et l'invisibilité. Dans les logements de service exigus à l'arrière du château, Chloé était assise par terre, absorbée par son coloriage avec des crayons de cire fatigués. « Maman, regarde. J'ai dessiné un immense château comme celui-ci », lança-t-elle avec fierté en brandissant son œuvre. Sandrine lui offrit un sourire fugace, ses yeux trahissant son accablement. « C'est très joli, mon trésor. Un jour, peut-être, tu habiteras dans un château qui sera le tien. » Chloé eut un petit rire. « Toi aussi, maman. Et on aura un bureau géant, et plus personne pour te crier dessus. » Cette dernière phrase fut comme une flèche en plein cœur. Sandrine détourna les yeux, se concentrant sur le pliage de serviettes. « Un jour, ma puce, » souffla-t-elle. Peu après 19 heures, son téléphone sonna. Le nom sur l'écran lui tordit les entrailles, Stéphane Leroy, le milliardaire. Sa voix, glaciale et pressée, claqua à son oreille. « Sandrine, je veux que cette demeure soit immaculée. Absolument chaque pièce. Je reçois des investisseurs ce soir. » Sandrine prit une seconde pour ravaler la boule d'angoisse dans sa gorge. « Bien, monsieur. J'ai déjà terminé le grand hall, et, peu importe ce que vous avez fait, la trancha-t-il. J'ai dit tout. » La communication fut coupée. Sandrine resta pétrifiée, le silence soudain lui semblant assourdissant. La nuit précédente, elle avait à peine fermé l'œil, récurrent les suites de la direction jusqu'aux petites heures du matin. Sa cage thoracique la brûlait encore, mais elle se força à se redresser, prit une grande inspiration et retourna à sa tâche. « Maman ?» fit doucement Chloé. « On peut rentrer bientôt ? Tu as l'air si fatiguée. » Sandrine se força à sourire. « Je vais essayer, mon amour, mais Monsieur Leroy exige que tout soit parfait. » Elle s'attaqua donc aux pièces les unes après les autres, époussetant, balayant, lustrant. L'odeur âcre des produits d'entretien imprégnait ses vêtements. Quand la nuit tomba, ses genoux étaient meurtris, la peau de ses mains à vif. Des gouttes de sueur perlaient sur son front alors qu'elle donnait un dernier coup de chiffon sur les tables de la salle de réunion. Chloé tentait de l'aider, armée d'un chiffon humide qui semblait gigantesque entre ses petites mains. « Maman, est-ce que je peux nettoyer celle-là » Sandrine esquissa un rire épuisé. « Vas-y, mon cœur. Mais sois prudente.
Elles étaient encore à l'œuvre quand un vrombissement de moteur se fit entendre. Des voitures de luxe, fuselées, noires et puissantes, s'engagèrent dans la longue allée du domaine. L'estomac de Sandrine se contracta. Elle n'avait pas fini. Stéphane Leroy descendit de la première voiture, son costume de marque impeccable, le reflet de sa montre en or balayant l'obscurité. Il était suivi de 3 associés, des hommes au sourire carnassier et à l'haleine vineuse. Leurs éclats de rire sur des sujets d'affaires et de finances les précédèrent dans la demeure. À la seconde où Stéphane aperçut Sandrine, encore en train de nettoyer, son visage se crispa de mécontentement. « Qu'est-ce que cela signifie » aboya-t-il. « Vous avez eu toute la journée, Sandrine. Je vous avais prévenu que tout devait resplendir. »« Je suis navré, monsieur » bafouilla Sandrine en s'épongeant le front. « Je terminais juste l'aile et j'allais m'attaquer à cette partie. Je n'ai pas arrêté depuis le début de l'après-midi. » Avant même qu'elle ait pu achever sa phrase, il lui faucha la serpillière des mains. Le manche humide alla s'écraser bruyamment sur le sol. « Épargnez-moi vos excuses. » tonna-t-il, sa voix se répercutant dans les vastes halls de marbre. Ses amis se jetèrent des regards gênés, mais restèrent silencieux. L'un d'eux laissa échapper un petit rire mal à l'aise en portant son verre à ses lèvres. Sandrine recula, tremblante de tous ses membres. « Je vous en prie, monsieur, je vais finir. Accordez-moi seulement quelques minutes. » Mais l'orgueil de Stéphane était atteint. Il sentait le regard de ses partenaires sur lui, un regard qu'il interprétait comme un jugement. « Vous osez me couvrir de ridicule dans ma propre maison, devant mes invités ? Ce n'était pas mon intention, la ferme. » hurla-t-il. Les mots la blessèrent plus profondément qu'un coup. Puis il la bouscula avec une violence inouïe. Sandrine perdit l'équilibre et heurta un comptoir, l'angle lui cisaillant le bras. Elle étouffa un cri de douleur, mordant sa lèvre pour ne pas pleurer. « Maman !» s'écria Chloé en se précipitant vers elle. « Ne lui faites pas de mal. » Stéphane se tourna, son regard se posant, glacial, sur la petite fille. « Sortez-moi cette morveuse d'ici. » Le petit corps de Chloé était secoué de spasmes, tandis que les larmes inondaient son visage. « Laissez ma maman tranquille. » sanglota-t-elle de nouveau, sa voix se brisant. L'un des hommes grommela, « Stéphane, renvoie-la et finissons-en. » Mais Stéphane était sourd à tout. Sa fureur avait muté en une forme de cruauté plus insidieuse, celle qui se nourrit du sentiment de toute-puissance. Sandrine leva les mains dans un geste de supplication, sa voix n'étant plus qu'un filet tremblant. « Je vous en supplie, monsieur, ce n'est qu'une enfant. » Stéphane lui saisit le poignet, la tirant brutalement vers le seau d'eau. Son cri d'effroi résonna dans le hall. C'est à cet instant précis que Chloé s'élança, ses petits pieds martelant le marbre, ses sanglots la suivant comme une ombre. Elle poussa la lourde porte d'entrée et jaillit dans la clarté lunaire, courant à perdre haleine à travers l'aire de stationnement, franchissant les grilles et se jetant sur la route. Son cœur cognait dans sa poitrine, ses poumons la brûlaient, mais elle ne s'arrêta pas. C'est là qu'elle les aperçut. Les motards, alignés près de leur moto, leurs blousons de cuir sombre sous la lune, leurs tatouages semblant être des armoiries. Ils paraissaient durs, intimidants, mais ils étaient son unique et dernier espoir. « S'il vous plaît » cria-t-elle, sa voix tremblotante. « Le milliardaire est en train de frapper ma maman. » Le chef du groupe, Nicolas Martin, silla, une lueur d'incrédulité dans les yeux. Puis ses traits se durcirent. Il s'avança et s'accroupit devant elle, sa voix grave se faisant douce et pressante. « Où est-elle, ma petite ?» Chloé désigna la grande demeure d'un doigt tremblant, secoué de sanglots. « Dedans, vite, je vous en prie. » La main de Nicolas se referma sur son casque tandis qu'il se redressait pour faire face à ses hommes. « Patrick, tu viens avec moi. » Les moteurs vrombirent, et tandis qu'il s'élançait vers la grande demeure, le monde, pour la première fois de la soirée, rompit son silence. La lune s'était hissée au-dessus des jardins impeccables du domaine de la Grêle, mais à l'intérieur de la demeure, l'air était saturé d'épuisement et de l'odeur de l'eau de Javel. Sandrine Leclerc progressait péniblement le long du corridor, le dos voûté, les mains parcourues de tremblements après des heures à récurer le marbre. Le reflet d'un lustre au-dessus d'elle dansait sur le sol mouillé, une vision d'argent liquide qui semblait se moquer de sa lassitude. Chaque fibre de son corps implorait le repos, mais elle avançait. Elle avançait toujours. Sa fille, Chloé, la suivait, un petit chiffon à la main,
s'acharnant sur des plaintes déjà immaculées. Chloé, mon amour, murmura Sandrine, s'efforçant de sourire. Tu n'es pas obligée d'aider maman ce soir. Mais je veux, maman, répondit la fillette d'une voix douce, ses grands yeux bruns débordant d'innocence. Si je t'aide, on finira plus vite. Sandrine s'immobilisa un instant, observant les petites mains de sa fille s'appuyer contre le mur. La robe bleue qu'elle portait était désormais salie. Un sentiment de culpabilité lui serra le cœur. Elle aurait voulu dire à son enfant de se reposer, de rêver, de jouer comme les autres, de ne pas grandir à l'ombre d'une serpillière et d'un balai. Mais la vie ne leur avait pas laissé ce choix. « Je t'aime, mon trésor », murmura Sandrine en s'agenouillant pour déposer un baiser sur le front de Chloé. Chloé lui rendit un sourire fatigué. « Moi aussi je t'aime, maman. Un jour, je t'achèterai une maison immense, et tu n'auras plus jamais à laver le sol de personne. » Ces mots nouèrent la gorge de Sandrine. « Peut-être un jour, ma chérie, dit-elle. Mais pour le moment, il faut continuer. » La grande demeure était d'un silence troublant. Même le tic-tac de la pendule ouvragée semblait assourdissant. Sandrine entendait son propre cœur battre à ses tempes. Elle était en retard. Elle le savait. Le roi avait exigé que tout soit impeccable avant minuit, mais les heures lui avaient glissé entre les doigts. Lorsqu'elle acheva l'aile des invités, ses genoux étaient ankylosés, ses mains écorchées. Elle contempla son reflet dans le sol lustré. Une femme épuisée dans un uniforme grisâtre, le front luisant de sueur. Plus qu'une seule pièce, se dit-elle à voix basse. Encore une, et on rentre. Mais une oppression soudaine lui saisit la poitrine. Elle s'agrippa aux manches du balai, prise de vertige. La pièce se mit à osciller. Elle s'affaissa sur le bord d'un sofa, le souffle court. Chloé accourut, les yeux dilatés par l'inquiétude. « Maman, tu vas bien ?» Sandrine hocha la tête avec peine. « Juste un coup de fatigue, mon cœur. Ça va aller. » Elle n'allait pas bien. Son corps cédait, lentement, insidieusement, sous le fardeau d'un labeur incessant. Mais s'arrêter, c'était perdre son emploi. Perdre son emploi, c'était perdre leur toit. Un risque qu'elle ne pouvait pas courir. Elle se releva, ignorant le tournis, et se mit à nettoyer le dernier couloir. Dehors, le grondement des moteurs s'intensifia, le son caractéristique de voitures de luxe arrivant dans la longue allée. Sandrine se figea. Son cœur sombra. Stéphane le roi était de retour. Les rires des hommes fusaient depuis l'entrée. Leurs pas résonnaient sur le marbre comme un roulement de tonnerre. Sandrine. La voix acérée de Stéphane déchira l'air. Où êtes-vous ? Sandrine s'essuya le visage d'un revers de bras. Ici, monsieur, répondit-elle, s'efforçant de maîtriser le tremblement de sa voix. Le milliardaire apparut à l'entrée du couloir, son costume taillé sur mesure resplendissant sous la lumière du lustre. Il était flanqué de 3 de ses associés, des hommes aux cheveux gominés, un verre de vin à la main. Leur rire emplissait l'espace, bruyant et désinvolte. Le regard de Stéphane parcourut la pièce avant de se fixer, durci, sur Sandrine qui tenait encore son balai. « Vous êtes encore en train de nettoyer. »« J'ai presque terminé, monsieur, bégaya-t-elle. Je voulais juste finir cette zone avant votre retour. » Il balaya la pièce du regard, une moue de dégoût aux lèvres. « Presque terminé. Cet endroit est une porcherie. » C'était faux. Chaque surface était étincelante, chaque objet à sa place. Mais Stéphane ne cherchait pas la propreté. Il cherchait à asseoir son autorité. Ses amis observaient la scène avec un sourire en coin, savourant le spectacle. L'un d'eux gloussa. « Elle ne manque pas de cran, Stéphane. Tu n'es pas un peu trop dur ?» Stéphane eut un ricanement. « Le jour où j'aurai besoin de ton avis, je te le ferai savoir. » Il se retourna vers Sandrine. « C'est votre conception du professionnalisme ? Vous me faites honte, Sandrine, devant mes invités. » La gorge de Sandrine se serra. « Monsieur, ce n'était pas mon intention. » Silence. Le cri fit sursauter Chloé. Elle lâcha son chiffon et se réfugia derrière sa mère, s'agrippant à sa jambe. « S'il vous plaît, ne criez pas sur maman. » Le regard glacial de Stéphane se darda sur l'enfant. « Sortez-la d'ici. »
Sandrine fit un pas pour protéger Chloé. C'est ma fille, monsieur. Elle ne dérange personne. Personne? Le ton de Stéphane monta d'un cran, son ego piqué au vif par cette rébellion. Vous amenez une enfant dans ma maison alors que j'attends du monde. Savez-vous seulement pour qui vous travaillez? La voix de Sandrine se brisa. Je vous en prie, monsieur, j'avais besoin de cet argent. Je ne pouvais pas la laisser seule. Je suis prête à travailler toute la nuit s'il le faut. Simplement. Stéphane la coupa, le visage congestionné par la colère. Vous ferez ce que je vous dis, ou vous vous retrouverez à la porte. Il lui arracha le balai des mains et le projeta à travers la pièce. Le bruit sec de l'impact résonna longuement dans le hall. Chloé éclata en sanglots, se cramponnant à sa mère. Les yeux de Sandrine s'emplirent de larmes, mais elle resta immobile. Je suis désolé, monsieur. Je vais terminer. Je vous supplie de ne pas crier devant ma fille. Les amis de Stéphane échangèrent des regards mal à l'aise. L'un d'eux hasarda, Stéphane, peut-être que. Mais Stéphane n'entendait rien. Sa fierté était une blessure brûlante. Vous devriez être reconnaissante que je vous laisse seulement nettoyer cet endroit. Il la repoussa. Elle alla heurter une chaise, une douleur aiguë lui parcourant le bras. Chloé hurla. Arrêtez! Cria-t-elle en se jetant sur lui. Ne touchez pas à ma maman. Ses petites mains tambourinèrent contre sa jambe, mais il l'ignora. Il haussa la voix de nouveau, fou de rage, sa main frémissant, prête à frapper une seconde fois. C'est à cet instant que tout bascula. Le cri de Chloé se mua en un sanglot si perçant qu'il sembla traverser les murs. Elle fit volte-face et s'enfuit, ses petits pieds martelant le marbre, ses pleurs se répercutant dans le grand hall, franchissant les portes ouvertes, dévalant les marches de la demeure. Sandrine s'effondra à genoux, la voix étranglée. Chloé? Non. Mais sa fille était déjà loin, courant vers la route, vers l'espoir, vers des inconnus qui, peut-être, l'écouteraient enfin. Et dans cette grande demeure, sous l'éclat glacial de la richesse et de la cruauté, les ténèbres s'épaissirent, annonçant l'heure où le pouvoir affronterait sa propre justice. Le château devint un tombeau de silence après que les pas de Chloé se furent éteints dans la nuit. Un instant, seule la respiration saccadée de Sandrine et le tic-tac cristallin d'une pendule emplirent le grand hall. Stéphane le roi lui faisait face, la mâchoire contractée, le regard brillant d'une arrogance féroce. Ses invités, 3 hommes tirés à 4 épingles, se jetaient des regards de plus en plus mal à l'aise, comprenant que la situation avait échappé à ce qu'ils considéraient comme un divertissement acceptable. « Voilà ce que tu m'obliges à faire, » grogna Stéphane, sa voix chargée de colère et d'orgueil. « M'humilier dans ma propre demeure devant mes associés. Tu te prends pour qui? Tu n'es rien ici, Sandrine. Absolument rien. » Sandrine se releva péniblement, ses genoux flageolants. Elle ne pouvait pas le regarder en face. Son cœur tambourinait dans sa poitrine. Ses bras tremblaient alors qu'elle chuchotait, « Je suis désolée, monsieur. Je vous en prie, ma fille est dehors. Laissez-moi la retrouver. Elle n'a que 5 ans. » Mais la rage de Stéphane n'allait pas s'apaiser si facilement. Son ego était bien plus bruyant que sa supplique. « Tu crois pouvoir te défiler alors que je te parle ?» Il s'avança d'un pas, sa voix claquant contre le marbre. « Tu finiras de nettoyer cette maison avant de t'en aller, sinon je ferai en sorte que tu ne trouves plus jamais de travail dans la région. » Sandrine eut un mouvement de recul mais ne bougea pas. Le poids de l'épuisement l'écrasait, mais une autre force commençait à germer en elle. L'instinct maternel. « Monsieur, je vous en supplie, » répéta-t-elle. « C'est ma seule enfant. » Un des invités de Stéphane, un homme grand aux cheveux poivre et sel, décida d'intervenir. « Stéphane, laisse-la aller chercher sa fille. Elle est morte de peur. » Stéphane se retourna vers lui, le regard furieux. « Toi, mêle-toi de tes affaires. C'est ma maison. Je gère mon personnel comme bon me semble. » L'homme soupira et baissa les yeux. Plus personne n'osa parler. Sandrine resta là, pétrifiée, partagée entre la terreur et un début de rébellion. Sa lèvre inférieure tremblait. « Vous n'êtes pas obligé de faire ça, monsieur. Je travaille pour vous depuis 2 ans. Jamais un retard. Jamais un manque de respect. Je vous en conjure.
Laissez-moi simplement aller chercher mon bébé. » Ces mots se perdirent dans le vide. Le visage de Stéphane était déformé par l'ivresse du pouvoir. Il leva la main de nouveau, non plus pour menacer, mais pour frapper, et l'instant d'après, le bruit sec de la gifle éclata dans le hall comme un coup de fouet. Sandrine halta. Son corps fut projeté en arrière, s'écrasant contre le mur. Une douleur fulgurante lui irradia le visage et la poitrine. Mais elle ne pleura pas. Pas cette fois. Elle pressa une main sur sa joue et murmura, tremblante, « Mon Dieu, donnez-moi la force. » Stéphane ricana. « Au travail » ordonna-t-il froidement avant de se tourner pour se resservir un verre. Ce qu'il ignorait, c'est que les secours étaient en route. À l'extérieur du château, des moteurs vrombirent. De l'autre côté de la route, les motards étaient passés à l'action. Nicolas Martin, le chef aux larges épaules et aux bras tatoués, venait de s'agenouiller auprès de la petite fille en pleurs qui s'était jetée vers eux. « Où est-elle, ma belle » demanda-t-il à nouveau, sa voix calme mais pressante. Chloé pointa un doigt tremblant vers le château. « Dedans, il fait du mal à ma maman. » Le regard de Nicolas s'assombrit. Il n'en fallait pas plus. Il se tourna vers son groupe. 5 hommes en gilet de cuir noir, aux mines patibulaires mais au cœur subitement ému. « Patrick, Philippe, avec moi » ordonna Nicolas. « Les autres, vous restez ici avec la petite. » Les motards n'eurent pas besoin d'explication. Ils enfourchèrent leurs motos, les moteurs grondant comme un orage sous la lune. Alors qu'ils fonçaient sur la route, la poussière soulevée par leurs roues semblait vouloir réveiller le voisinage endormi. À l'intérieur, Stéphane se tourna en sentant la vibration des moteurs. Ses invités levèrent aussi la tête, intrigués. « Tu attends d'autres personnes » demanda l'un d'eux. Stéphane fronça les sourcils. Qu'est-ce que c'est que ce raffut? Avant que quiconque ait pu répondre, les lourdes portes d'entrée volèrent en éclats. Nicolas Martin entra le premier, le bruit de ses bottes résonnant sur le marbre. Derrière lui, 2 autres motards, leurs gilets de cuir brillant sous la lumière des lustres. L'ambiance changea du tout au tout. Le pouvoir n'était plus une question d'argent, mais de présence physique. Les yeux de Stéphane s'écarquillèrent. « Mais qui êtes-vous » Le regard de Nicolas balaya la scène. Le seau en morceaux, la serpillière, la femme tremblante adossée au mur, puis il fixa Stéphane. « C'est vous qui la frappiez » Le visage de Stéphane s'empourpra. « Vous feriez mieux de déguerpir de ma propriété avant que j'appelle la gendarmerie. » Nicolas s'approcha encore, sans ciller. Inutile de les déranger. Ils ne vont pas tarder. Les amis de Stéphane reculèrent de quelques pas, ne sachant comment réagir. « Je ne sais pas pour qui vous vous prenez » cracha Stéphane. « Mais vous venez de commettre la plus grosse erreur de votre vie. » Nicolas inclina légèrement la tête, sa voix posée mais chargée d'une colère froide. « La seule erreur que je vois ici, c'est un homme qui croit que sa fortune l'autorise à brutaliser les gens. » Un silence de plomb s'abattit sur la pièce. Le souffle de Sandrine se bloqua dans sa gorge quand Nicolas s'interposa entre elle et Stéphane, son corps formant un bouclier. Pour la première fois de la soirée, elle se sentit en sécurité. Non pas parce qu'on se battait pour elle, mais parce que, enfin, quelqu'un la voyait. Stéphane tenta de le contourner, mais la main de Nicolas se projeta et saisit son poignet en plein élan. Le geste fut d'une rapidité et d'une aisance déconcertantes. « Ne faites pas ça » dit simplement Nicolas. Le visage de Stéphane se tordit de rage, mais le rapport de force avait changé. Le roi dans son château était soudain un simple homme acculé par sa propre brutalité. « Lâchez-moi » cria Stéphane. Nicolas ne bougea pas d'un pouce. « Si vous la touchez encore une fois, dit-il à voix basse, je vous jure qu'aucune fortune ne pourra vous sauver. » Stéphane se figea, décelant quelque chose de dangereux dans le regard du motard. Non pas de la témérité, mais une conviction inébranlable. Le son lointain d'une sirène vint rompre le silence. Quelqu'un avait appelé la police. Un voisin, peut-être, ou l'un des invités apeurés de Stéphane. Peu importe, la justice approchait. Les jambes de Sandrine se dérobèrent et elle s'affaissa sur le sol, ses larmes se libérant enfin. Les pleurs de Chloé se firent entendre de l'extérieur, alors qu'un des motards la ramenait vers l'entrée. Quand Nicolas se tourna vers Sandrine, son expression s'adoucit. « Ça va, madame » Elle acquiesça faiblement, la voix brisée.
Merci. Merci d'être venu. Nicolas lui tendit sa veste en cuir pour couvrir son uniforme en lambeaux. Personne ne pose la main sur une femme comme vous. Pas tant que je serai en vie. Et tandis que les sirènes se rapprochaient, leurs gyrophares rouges et bleus projetant des éclats de lumière sur les vitres de la demeure, l'empire d'arrogance de Stéphane s'effritait, un geste de bonté à la fois. La porte s'ouvrit avec une telle force qu'elle en trembla sur ses gonds. Chloé jaillit à l'extérieur, ses petits pieds nus martelant les marches de pierre tandis qu'elle fuyait sous le clair de lune aveuglant. Sa robe bleue voletait derrière elle, tel un étendard d'innocence déchiré. Les larmes inondaient son visage, brûlantes, incontrôlables, tandis que sa respiration se faisait par hoquets aigus. Elle ne savait pas où elle allait, seulement qu'il fallait fuir, fuir les cris, le bruit du verre qui se brise, les rires cruels qui résonnaient encore derrière elle. Son cœur battait à tout rompre. « Maman !» souffla-t-elle entre deux sanglots, en dévalant les marches. « Pitié, que quelqu'un aide ma maman. » L'immense aire de stationnement s'étalait devant elle, un désert de gravier où les voitures polies semblaient la narguer, la grande demeure se dressant derrière elle comme un monstre de pierre. Elle atteignit les grilles, les ouvrit à la force de ses petits bras, et se précipita dans la ruelle tranquille du village provençal. Le monde au-delà du château était paisible, presque trop paisible. Les grillons chantaient, les feuilles des platanes frémissaient, et la lune la fixait de son œil implacable, se moquant de sa panique. C'est là qu'elle les vit. De l'autre côté de la route, alignés le long du bas-côté, des motards, de grands hommes en blouson de cuir noir, se tenaient près de leurs motos qui scintillaient sous la lune. Pour Chloé, ils avaient l'air de géants, avec leurs tatouages, leurs lourdes bottes et leurs visages qui auraient pu faire peur aux plus braves des adultes. Mais quelque chose au fond d'elle, cette petite étincelle d'espoir que seuls les enfants portent, la poussa à avancer. Elle courut vers eux, chancelante, sa petite voix se frayant un chemin à travers ses larmes. « S'il vous plaît, aidez ma maman. On lui fait du mal. » À l'entente de son cri, toutes les têtes se tournèrent. Le plus imposant d'entre eux, un homme chauve à la barbe soignée et au regard empreint d'une autorité naturelle, s'avança. Il s'appelait Nicolas Martin, chef du groupe de motards, connu dans la région non pour ses méfaits, mais pour son sens de la fraternité. Ses mains calleuses avaient connu les rixes et l'asphalte, mais son cœur connaissait la douleur, et il la reconnut immédiatement dans la voix de l'enfant. Il s'agenouilla pour se mettre à sa hauteur, sa carrure impressionnante s'abaissant avec une surprenante délicatesse. « Doucement, doucement », dit-il d'une voix grave mais posée. « Qu'est-ce qui se passe, ma puce? Qui fait du mal à ta maman ?» Chloé octa, essayant de reprendre son souffle, et désigna la grande demeure. L'homme dans ce grand bâtiment, celui qu'ils appellent le milliardaire. Il est en train de battre ma maman. Je vous en prie, aidez-la. Le regard de Nicolas se durcit. Derrière lui, ses frères, Patrick, Philippe et Léo, échangèrent des regards sombres. Patrick, un homme couvert de tatouages mais aux yeux doux, s'approcha. « Tu es sûr de ce que tu dis, petite ?» Chloé hocha la tête, des larmes perlant sur ses cils. Il criait et elle est tombée. Et il la frappait encore. Sa voix se cassa, brisant le silence qui s'était installé. Nicolas leva les yeux vers la grande demeure, ses hautes fenêtres réfléchissant la lune comme des orbites vides. Il était passé devant cette bâtisse des centaines de fois, sans jamais y prêter attention. Mais maintenant, en entendant une enfant supplier à l'aide, le bâtiment lui apparut sous un autre jour, une prison de pouvoir et de cruauté. Il se releva lentement, son gilet de cuir craquant à son mouvement. « Patrick, Philippe, avec moi, dit-il d'un ton sans réplique. Les autres, vous restez ici et vous veillez sur la petite. » L'un des plus jeunes motards s'accroupit à côté de Chloé, lui tendant une bouteille d'eau et sa veste. « Ne t'inquiète pas, ma belle, dit-il doucement. Ils vont ramener ta maman. » Nicolas se tourna une dernière fois vers Chloé. « Comment tu t'appelles, mon ange ? » « Chloé, murmura-t-elle. Il acquiesça. « Tu es courageuse, Chloé. Reste bien ici. On va chercher ta maman. » Puis il enfila son casque, et le moteur de sa moto s'éveilla dans un grondement de tonnerre qui fit vibrer l'asphalte. Les deux autres l'imitèrent, leur moteur formant un chœur de puissance et de détermination. Alors qu'ils s'éloignaient, leur vacarme emplit le quartier endormi, un son brut, furieux, irrépressible. À l'intérieur de la grande demeure, la colère de Stéphane résonnait encore. Il faisait les 100 pas, son verre à la main,
pestant contre le manque de respect et de soumission. Ses invités étaient devenus silencieux, mal à l'aise, se tenant près de la sortie. Puis, d'abord faiblement, le bruit parvint jusqu'à eux, des moteurs qui approchaient à vive allure. Stéphane fronça les sourcils et se tourna vers les fenêtres. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Avant que quiconque ait pu répondre, 3 motos firent irruption sur l'aire de stationnement, s'arrêtant en parfaite formation. Les moteurs se turent. Un nuage de poussière flottait dans l'air. Nicolas Martin descendit le premier de sa machine, ses bottes crissant sur le gravier. Il toisa la grande demeure, imposante, prétentieuse, immaculée. Belle propriété, marmonna-t-il. Dommage que l'homme qui y habite soit une ordure. Les portes d'entrée s'ouvrirent. Stéphane apparut, son expression passant de la confusion à l'agacement. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous croyez faire sur mon domaine? La mâchoire de Nicolas se contracta alors qu'il gravissait les marches. Nous sommes venus pour la femme que vous êtes en train de maltraiter. Stéphane éclata de rire, mais sa voix manquait d'assurance. Quoi? Vous vous êtes perdu? Vous n'avez pas la moindre idée de qui je suis. Aussi, je sais, répondit calmement Nicolas. Et ça ne change rien pour moi. Le sourire de Stéphane s'effaça. Vous feriez mieux de déguerpir avant que... Avant que quoi? Le coupa Nicolas, s'approchant encore, sa voix basse et menaçante. Que vous frappiez quelqu'un d'autre de plus faible que vous? Allez-y, essayez. Stéphane se figea, décontenancé par la rage froide dans le ton de Nicolas. Derrière lui, Patrick et Philippe se tenaient comme des statues, silencieux, inébranlables. Vous n'avez rien à faire ici, siffla Stéphane. Nicolas croisa les bras. La peur non plus. Alors, pourquoi ne l'appelez-vous pas pour lui demander son avis? La tension devint palpable. Même les invités de Stéphane semblaient se faire tout petits sous le regard intense des motards. De l'intérieur, des pas hésitants se firent entendre. Puis Sandrine apparut sur le seuil, le visage livide, une manche de son uniforme déchirée, les yeux écarquillés d'incrédulité. En voyant Nicolas, elle s'arrêta net. « Qui êtes-vous » murmura-t-elle. « Des amis, » répondit simplement Nicolas. « C'est votre fille qui nous a envoyés. » La main de Sandrine se porta à sa bouche, ses yeux s'emplissant de larmes. « Chloé, elle va bien ?» Elle va bien, la rassura doucement Nicolas. Et maintenant, vous aussi. À cet instant, sous la lune éclatante, devant cette demeure érigée sur l'orgueil et le pouvoir, le monde bascula. Pour la première fois, Sandrine n'était plus seule. L'air à l'extérieur de la grande demeure était immobile, mais le silence était lourd d'une tension à couper le souffle. Sandrine, figée sur le seuil, les yeux écarquillés, agrippait le cadre de la porte de ses mains tremblantes. Sa voix n'était qu'un souffle lorsqu'elle demanda « Qui êtes-vous » Nicolas Martin, le chef des motards, s'avança, le bruit de ses bottes sur le perron de granit se faisant entendre. « Des amis » répondit-il d'un ton à la fois calme et autoritaire. « Votre petite fille nous a trouvés. Elle a dit que vous aviez besoin d'aide. » Le cœur de Sandrine se serra. « Chloé, elle a réussi à s'enfuir » Oui, confirma Nicolas. Elle est en sécurité avec mes hommes, de l'autre côté de la route. Vous n'avez plus rien à craindre. L'espace d'une seconde, le visage exténué de Sandrine s'adoucit de soulagement. Mais la trêve fut de courte durée. Derrière elle, la voix furieuse de Stéphane Leroy retentit depuis le hall. Qu'est-ce qui se passe ici? Il apparut un instant plus tard sur le seuil, son costume de luxe légèrement froissé, mais son ego parfaitement intact. Il se figea en apercevant Nicolas et ses hommes. 3 silhouettes massives vêtues de cuir noir, leurs tatouages scintillant sous la lune, leurs expressions de marbre. Les lèvres de Stéphane se retroussèrent en un sourire méprisant. C'est une plaisanterie? Qui a laissé entrer cette ménagerie? Nicolas resta de glace. Nous sommes venus parce qu'on a crié votre nom dans la peur. Et ça, c'est quelque chose que je n'ignore pas. Stéphane ricana. Vous êtes sur une propriété privée. Vous n'avez aucune idée de qui je suis. Le regard de Nicolas se durcit. Vous avez raison. Je me moque de savoir qui vous êtes, mais je sais parfaitement ce que vous êtes. Cette réplique jeta un froid. Les 2 autres motards, Patrick et Philippe, s'écartèrent légèrement,
formant une barrière silencieuse et imposante derrière leur chef. Stéphane éclata de rire, son arrogance reprenant le dessus. Oh, c'est magnifique. Une bande de clochards en cuir qui s'imaginent pouvoir débarquer chez moi et jouer les justiciers. Il s'approcha, le regard perçant et moqueur. Faites demi-tour avant que les choses ne s'enveniment. Nicolas ne bougea pas. Elles le sont déjà. La mâchoire de Stéphane se crispa. Tu crois m'impressionner? Je n'ai pas besoin de le faire, répondit tranquillement Nicolas. Vous l'avez fait vous-même en posant la main sur elle. La tension entre crépitait comme un fil électrique. Les associés de Stéphane restaient en retrait, chuchotant entre eux. Aucun n'osait intervenir, mais leur malaise était palpable. L'équilibre des forces, si clairement en faveur de Stéphane quelques instants plus tôt, était en train de basculer. Sandrine, près de la porte, était partagée entre la peur et l'incrédulité. Elle voulait crier, les supplier d'arrêter, mais aucun son ne sortait de sa gorge. Son regard allait de l'un à l'autre, de la cruauté au courage, et quelque chose en elle céda. « S'il vous plaît » murmura-t-elle enfin, sa voix tremblante. « Je ne veux plus de problème. Je veux juste prendre ma fille et partir. » Stéphane se tourna brusquement vers elle. « Tu n'iras nulle part tant que je ne l'aurai pas décidé. » Ce fut la goutte d'eau. La retenue de Nicolas vola en éclats. Il fit 2 pas déterminés pour se planter à quelques centimètres de Stéphane. Sa voix se fit plus grave, un grondement sourd. « Elle ne vous appartient pas. Personne ne vous appartient. » Stéphane tenta de lui tenir tête, mais la présence de Nicolas était écrasante. « Partez avant que je vous fasse arrêter » siffla-t-il, sa voix trahissant une légère fébrilité. Nicolas pencha la tête. « Vous croyez que la police vous protégera quand elle verra ce que vous avez fait ?» La bouche de Stéphane s'ouvrit, mais resta muette. Alors, d'un geste vif, Nicolas le repoussa en arrière. Pas assez fort pour le blesser, juste assez pour affirmer sa domination. Stéphane chancela, la perte soudaine de contrôle balayant l'arrogance de son visage. « Écoutez-moi bien, dit Nicolas, sa voix aussi stable qu'un orage imminent. Vous n'avez pas le droit de lui crier dessus. Vous n'avez pas le droit de la frapper. Vous n'avez pas le droit de l'humilier simplement parce que vous avez de l'argent. Pas tant que je serai là. » Un instant, tout le monde retint son souffle. Patrick et Philippe se tenaient près derrière Nicolas, les poings serrés, le regard alerte. Les invités de Stéphane étaient pétrifiés. Même le murmure du vent semblait s'être tu. Puis Stéphane explosa. « Tu crois me faire peur? Je pourrais acheter tout ton gang 10 fois. » Il se jeta en avant, bousculant Nicolas à la poitrine. Ce fut sa dernière erreur. D'un mouvement fluide, Nicolas saisit le poignet de Stéphane et le tordit vers le bas, forçant le milliardaire à lâcher son verre qui se fracassa sur le marbre. « Vous avez de la chance que je ne sois pas le genre d'homme que vous croyez, dit tranquillement Nicolas. Parce que si c'était le cas, vous seriez déjà à terre. » Stéphane grimaça, sa fierté s'effondrant plus vite que son assurance. Derrière eux, la voix de Sandrine s'éleva, calme mais ferme. « S'il vous plaît, arrêtez. » Nicolas la regarda, son regard s'adoucissant instantanément. Il relâcha le bras de Stéphane et recula. « Vous allez bien, madame ?» demanda-t-il. Sandrine hocha faiblement la tête, sa voix à peine audible. « Maintenant, oui. » Stéphane se tenait là, haletant, se massant le poignet, foudroyant tout le monde du regard comme une bête traquée. Mais la fureur dans ses yeux avait fait place à la peur. Il percevait un son lointain, faible au début, mais qui gagnait en intensité. Le hurlement des sirènes de police. Un voisin avait appelé. La justice arrivait. Nicolas regarda par la fenêtre en direction du son. « On dirait que vos invités vont avoir de la nouvelle compagnie, commenta-t-il. Stéphane blêmit. « C'est vous qui les avez appelés ?» Non, répondit Nicolas. C'est la vérité qui l'a fait. Les autres motards se mirent en retrait alors que les gyrophares projetaient des éclats de lumière à travers les portes vitrées. Sandrine laissa échapper un soupir tremblant, le soulagement l'envahissant. « Merci » murmura-t-elle, des larmes coulant sur ses joues. Nicolas acquiesça légèrement. « Ne me remerciez pas, madame. Remerciez votre fille. C'est elle qui a été courageuse. » À travers les portes ouvertes,
la voix de Chloé retentit soudain, « Maman !» Sandrine se retourna d'un bloc. Son enfant traversait l'aire de stationnement en courant, pieds nus et en larmes. Sandrine tomba à genoux et la serra dans ses bras. Elles s'étreignirent comme si le monde entier pouvait s'écrouler si elle se lâchait. Et pour la première fois depuis des années, Sandrine ne se sentit plus impuissante. Derrière elle, les motards se tenaient en silence, le bourdonnement des sirènes qui approchaient scellant le sort de la soirée. Nicolas les observait. Mère et enfant réunis, l'amour triomphant de la douleur. Il marmonna pour lui-même, ce monde compte trop d'hommes comme lui, et pas assez comme elle. Il se dirigea vers sa moto, le clair de lune se reflétant sur son gilet. Les lumières rouges et bleues clignotaient plus vivement sur les marches de granit. La grande demeure, autrefois symbole de pouvoir, n'était plus qu'un bâtiment rempli des échos de la honte. Et alors que les voitures de police s'immobilisaient, l'homme qui croyait tout posséder se retrouva dépouillé de tout. Des éclairs rouges et bleus zébraient le granit blanc de l'aire de stationnement du château, baignant le domaine autrefois serein dans une lumière crue et judiciaire. Le crépitement des radios de police, le grondement sourd des moteurs des motos, et les sanglots étouffés d'une mère et de son enfant se fondaient en une seule symphonie tremblante de chaos et de soulagement. Sandrine Leclerc était à genoux sur le gravier, étreignant sa fille avec force. Chloé avait enfoui son visage dans le cou de sa mère, chuchotant à travers ses larmes, « J'ai cru qu'il t'avait emmené, maman. » La voix de Sandrine était brisée mais ferme. « Non, mon trésor. Je suis là. Je ne te quitterai jamais. » Derrière elle, Nicolas Martin se tenait les bras croisés, son gilet de cuir battant légèrement au vent créé par l'arrivée des voitures de police. Son regard restait fixé sur le seuil de la demeure, sur l'homme responsable de toute cette souffrance. Stéphane Leroy était là, blême sous les gyrophares, son costume autrefois impeccable maintenant froissé, sa cravate de travers. Son arrogance s'était dissipée, laissant place à une lueur qui ressemblait étrangement à de la peur. Deux policiers s'avancèrent vers lui, le visage impassible. L'un d'eux, un homme d'origine asiatique aux tempes grises, prit la parole. « Monsieur, nous avons reçu un signalement pour agression. Voulez-vous nous expliquer ce qui se passe ici ?» Stéphane tenta de rajuster sa cravate. « C'est absurde, lança-t-il. C'est moi la victime de harcèlement. Ces motards ont pénétré sur ma propriété. » Le regard du policier se tourna vers Nicolas, qui restait silencieux, puis vers Sandrine, dont la joue était tuméfiée et l'uniforme déchiré. Ses mains tremblantes serraient encore celles de Chloé. « Madame, » dit le policier avec douceur. « C'est vous la victime ?» Sandrine déglutit avec peine et hocha la tête. « Oui, monsieur. Il m'a frappé. » Stéphane éclata d'un rire nerveux et forcé. « Allons, s'il vous plaît. » Elle ment. Vous savez bien comment sont ces gens-là. Ces gens-là ? Le coupa sèchement le policier, le regard se durcissant. Faites attention à vos prochains mots, monsieur. Stéphane se figea, réalisant trop tard que son pouvoir venait de trouver ses limites. Nicolas s'avança lentement, sa voix posée. Nous avons vu le résultat. Nous avons entendu la petite fille hurler. Elle est venue chercher de l'aide en courant pendant que vous vous preniez pour Dieu. Le visage de Stéphane devint écarlate. Vous n'avez aucune idée de qui je suis. La seconde policière, une femme aux cheveux attachés, haussa un sourcil. Peu nous importe qui vous êtes. Ce qui nous importe, c'est ce que vous avez fait. Un silence s'abattit sur l'aire de stationnement. Même les autres motards, Patrick, Philippe et Léo, se tenaient immobiles, le regard dur. Sandrine prit une inspiration tremblante. Il me traite ainsi depuis des mois, dit-elle à voix basse. Des horaires interminables, pas de repos. Il a menacé de me renvoyer si jamais je me plaignais. Mais ce soir, il a perdu le contrôle. Sa voix se brisa, des larmes coulant sur ses joues. Il m'a frappé devant ma fille. Le policier hocha lentement la tête, sortant un petit calepin de sa poche. Nous prenons le relais. Stéphane ricana. Vous ne pouvez pas m'arrêter. Je suis Stéphane Leroy. Je connais le maire, le préfet, je. Le policier leva une main. Vous expliquerez tout ça au poste. Avant que Stéphane ait pu finir sa protestation, le clic métallique des menottes mit fin à ses paroles. La vue des poignets du milliardaire entravé suscita des murmures parmi ses invités,
qui se tenaient maintenant maladroitement près de leur voiture, feignant de ne pas avoir ri une heure plus tôt. Alors que les policiers l'emmenaient vers la voiture, Stéphane tenta de se débattre. « Vous n'avez pas le droit. C'est une menteuse. Ce sont eux les intrus. » Nicolas se décala, lui barrant le passage un instant. « C'est curieux avec les mensonges, dit-il tranquillement. Ils perdent toute leur crédibilité quand la vérité fait son entrée. » Stéphane le foudroya du regard, mais Nicolas ne s'y a pas. Les deux hommes se fixèrent, l'arrogance contre l'honneur, jusqu'à ce que Stéphane finisse par baisser les yeux. Quand la portière de la voiture de police se referma, le monde extérieur sembla reprendre son souffle. Les jambes de Sandrine se dérobèrent et elle s'affaissa sur le sol. Nicolas fut là avant qu'elle ne tombe, la retenant par l'épaule. « Vous êtes en sécurité maintenant, dit-il doucement. Sandrine leva vers lui des yeux embués. « Je ne sais pas comment vous remercier. »« Ne le faites pas, répondit Nicolas. Remerciez-moi en vous relevant. » Chloé leva les yeux vers le grand homme, sa petite main toujours dans celle de sa mère. « Tu es un super-héros, murmura-t-elle timidement. Nicolas eut un petit rire et s'agenouilla à sa hauteur. « Non, ma grande. C'est ta maman l'héroïne. Je suis juste arrivé en retard. » La petite fille esquissa un faible sourire pour la première fois de la soirée. Derrière eux, un des plus jeunes motards s'approcha, une veste en cuir pliée à la main. « Chef, dit-il à Nicolas. Je me suis dit qu'elle en aurait besoin. » Nicolas la prit et la posa sur les épaules de Sandrine. Le cuir noir détonnait sur son uniforme de nettoyage. Pourtant, d'une certaine manière, il semblait à sa place. C'était une protection, une marque de respect, le symbole qu'elle n'était plus seule. Le policier plus âgé s'approcha de nouveau. « Madame, nous aurons besoin de votre déposition. Nous veillerons à ce que vous et votre fille ayez un endroit où passer la nuit. » Sandrine hocha la tête, serrant toujours Chloé contre elle. « Merci, monsieur. » Alors que les voitures de police s'éloignaient avec Stéphane Leroy à leur bord, les lumières du château s'éteignirent derrière elles, projetant de longues ombres sur l'aire de stationnement. Pendant des années, Sandrine avait franchi ses portes en se sentant insignifiante, invisible, impuissante. Mais ce soir, aux côtés des hommes qui avaient entendu le cri de sa fille, elle ressentit quelque chose de nouveau, de chaud, presque étranger. La dignité. Nicolas se tourna vers son groupe. « On les suit jusqu'au poste. On s'assure qu'elle va bien. » Patrick acquiesça, déjà prêt. Avant de remonter sur sa moto, Nicolas jeta un dernier regard à Sandrine et Chloé. « Tu as bien agi, petite, dit-il doucement. Toutes les deux. » Chloé serra sa mère plus fort, murmurant « Maman, il ressemble à un ange. » Sandrine sourit faiblement, des larmes traçant leur chemin sur son visage. « Peut-être que Dieu en envoie encore, mon trésor. » Sauf que maintenant, il roule à moto. Quand les moteurs redémarrèrent, leur grondement emplit la nuit. Ce n'était plus un bruit de chaos, mais autre chose. La force, la protection, la justice. Et pour la première fois, la grande demeure au sommet de la colline ne semblait plus puissante. Elle semblait vide. Le lendemain matin se leva dans la douceur. Pas de sirène, pas de cris, pas de bruit de verre brisé. Seulement le bruissement du vent dans les rideaux de l'auberge de campagne et le murmure lointain de la circulation. Sandrine Leclerc était assise au bord d'un petit lit, encore enveloppée dans la grande veste de cuir noir que Nicolas lui avait posée sur les épaules la veille. Son poids la réconfortait, non pas pour la matière, mais pour ce qu'elle symbolisait. Pour la première fois depuis des années, elle se sentait en sécurité. Chloé était blottie contre elle, profondément endormie, sa petite main agrippée à la manche de la veste de sa mère. Des boucles de cheveux reposaient sur son visage. Même dans son sommeil, elle semblait exténuée, comme si la terreur de la nuit l'avait poursuivie jusque dans ses rêves. Sandrine tendit la main et effleura une larme séchée sur la joue de sa fille. « Tu es en sécurité maintenant, mon trésor, murmura-t-elle. Maman est avec toi. » On frappa doucement à la porte. Sandrine se raidit, un réflexe acquis au fil d'années de prudence, jusqu'à ce qu'une voix grave et familière se fasse entendre. « C'est Nicolas. » Elle laissa échapper un soupir et se leva pour ouvrir. Nicolas se tenait dans la lumière matinale, un gobelet de café à la main et un sac en papier dans l'autre. Son gilet de cuir brillait faiblement au soleil,
et une odeur d'essence et d'asphalte l'accompagnait comme une seconde peau. « Bonjour, dit-il à voix basse. Je ne voulais pas vous réveiller. » Sandrine secoua la tête, réussissant à esquisser un petit sourire. Nous étions déjà réveillés. Je ne dors pas beaucoup ces temps-ci. Il lui tendit le sac. Petit déjeuner. Des crêpes pour la petite, un jambon beurre pour vous. Ses yeux s'adoucirent. Il ne fallait pas. Il haussa les épaules. Il ne fallait pas faire beaucoup de choses, mais parfois, faire ce qui est juste n'est pas une question d'obligation. Sandrine baissa les yeux sur le café fumant et cligna des yeux rapidement, essayant de déloger la boule dans sa gorge. « Merci, dit-elle doucement. » À l'intérieur, Nicolas s'assit sur la chaise dans le coin, prenant soin de ne pas s'imposer. Son regard parcourut la petite pièce. Deux lits, une télévision qui grésillait, un sac de sport à moitié fait, puis il s'arrêta sur Chloé. « C'est une petite courageuse, dit-il. Elle n'a pas pleuré une seule fois après que vous vous soyez endormi. » Sandrine sourit faiblement. « Elle est plus forte que moi, je crois. » « Non, dit Nicolas en secouant la tête. Elle l'a juste appris de sa mère. » Un long silence s'installa, seulement troublé par le léger bruit de la tasse de café dans les mains de Sandrine. Puis elle posa la question qui la tourmentait depuis le matin. « Que va-t-il se passer maintenant ?» Nicolas s'adossa en soupirant. La police a inculpé Stéphane pour agression et harcèlement. Il semblerait qu'il y ait tout un dossier avec ses anciens employés. Des gens qui avaient trop peur pour parler jusqu'à présent. Vous avez déclenché quelque chose, Sandrine. Vous ne vous êtes pas seulement défendue. Vous avez parlé pour tous ceux qui l'a écrasé. Sandrine baissa la tête, secouant la sienne. Je ne voulais rien déclencher. Je voulais juste survivre. Oui, dit Nicolas. Et parfois, survivre, c'est une révolution. Ses yeux s'embuèrent. Elle cacha son visage dans ses mains, essayant de dissimuler ses larmes. Mais Nicolas l'avait vu. Et, dit-il doucement, son ton se faisant plus tendre. C'est fini maintenant. Vous avez bien fait. Sandrine laissa échapper un rire fragile à travers ses larmes. Je n'ai pas l'habitude qu'on me dise ça. La voix de Nicolas s'adoucit encore. Il va falloir. Plus tard dans la journée, le parking de l'auberge s'anima. Le grondement sourd des moteurs de moto, les rires d'hommes qui en avaient trop vu mais n'avaient jamais cessé de protéger les leurs. Patrick et Philippe étaient arrivés avec des courses, les déposant discrètement, sans cérémonie. Pour la petite, dit Patrick en posant un sac en papier rempli de céréales, lait et fruits frais sur la commode. C'est notre façon de lui dire qu'elle fait partie de la famille maintenant. Chloé gloussa en les voyant, se cachant timidement derrière sa mère avant de finalement s'aventurer à leur faire un petit signe. « Bonjour, monsieur Motard, dit-elle en souriant. Patrick éclata de rire. « Appelle-moi Patrick, gamine. Ou monsieur Patrick si tu veux me faire sentir vieux. » Nicolas sourit en coin. « Tu es vieux. » Leurs rires remplirent la petite chambre. Des rires profonds, sincères, réparateurs. Le genre de rire qui tisse des liens entre les mondes. Pour Sandrine, ce son était presque irréel. 24 heures plus tôt, elle récurait des sols, la peur au ventre. Aujourd'hui, elle était entourée d'hommes que la société jugeait dangereux, mais qui lui avaient montré plus de bienveillance que n'importe quel homme en costume. Le soir, on frappa de nouveau à la porte. C'était un policier en civil, le même que la veille. « Madame Leclerc, dit-il chaleureusement. Votre rapport est terminé. Vous êtes libre de vos mouvements. Une association locale de défense des femmes vous propose un logement temporaire et un poste au centre communautaire. » Sandrine cligna des yeux, incrédule. « Un poste ?» Il sourit. « Il semblerait que toute la ville suive votre histoire depuis ce matin. Les nouvelles vont vite quand des motards sauvent une femme de ménage d'un milliardaire. » Nicolas eut un petit rire silencieux. « On n'a pas fait ça pour la publicité. » Le policier acquiesça. « Sans doute, mais les gens ont besoin d'histoires comme la vôtre en ce moment. Ça leur rappelle qu'il y a encore du bon dans le monde. » Sandrine posa une main sur son cœur. « Je ne sais que dire. » Nicolas la regarda avec un léger sourire. « Dites oui. » Elle hocha lentement la tête, des larmes brillant dans ses yeux. « Oui. »
Cette nuit-là, alors que le soleil déclinait et colorait l'horizon d'orange, Sandrine et Chloé se tenaient à l'extérieur de l'auberge, regardant les motards se préparer à partir. Les moteurs grondaient comme un orage qui s'éloigne. Chloé courut vers Nicolas, un petit morceau de papier à la main. C'était un dessin. Des silhouettes de moto. Une femme et une petite fille se tenant la main. « C'est nous, dit-elle fièrement. Tu es celui avec les grands bras. » Nicolas rit doucement en prenant le dessin. « Je vais le garder, petite. » C'est promis. Il le plia avec soin et le glissa à l'intérieur de son gilet. « Il m'accompagnera partout où j'irai. » Alors qu'il s'éloignait dans le crépuscule, Sandrine entoura sa fille de son bras, le vent des motos caressant leur visage comme une bénédiction. Pour la première fois depuis longtemps, elle ne se sentait plus comme une employée. Elle se sentait comme une femme qui avait traversé la tempête et trouvé une famille dans les cœurs les plus inattendus. Le lendemain matin, l'histoire avait déjà dépassé les murs de l'auberge. Ce qui avait commencé par le cri de détresse d'une fillette de 5 ans était devenu une onde qui se propageait dans chaque rue, chaque bistrot, chaque station de radio de la ville. Des motards sauvent une femme de ménage et sa fille d'un milliardaire violent. Tel était le titre en grosses lettres du journal du matin. Au relais routier, les camionneurs le lisaient à voix haute devant leur café. Dans les supermarchés, les mères se le chuchotaient en poussant leur caddie. Et dans les écoles, les instituteurs montraient l'article à leurs élèves en disant doucement « Vous voyez, même des inconnus peuvent être des héros ». L'histoire se répandit rapidement, non pas en raison de la notoriété de Stéphane Leroy, mais en raison de ce que Sandrine Leclerc avait toujours été. Cette femme que tout le monde avait vue nettoyer les sols pendant des années, sans jamais vraiment la regarder. Dans la petite chambre d'auberge qui leur servait de refuge temporaire, Sandrine était assise près de la fenêtre, serrant Chloé contre elle tandis que la lumière du matin inondait la pièce. On frappa de nouveau à la porte, cette fois plus légèrement, avec hésitation. Quand elle ouvrit, elle se trouva face à 2 femmes du centre d'action sociale de la ville, qui lui adressèrent des sourires chaleureux, des porte-blocs à la main. « Madame Leclerc », dit l'une d'elles avec bienveillance. « Nous venions voir comment vous et votre fille alliez. Toute la ville parle de vous. » Sandrine baissa les yeux, mal à l'aise. « On parle de moi ? » ?»« Oui, madame, » répondit la femme. « Vous avez été une source d'inspiration pour beaucoup de gens. Nous voulions vous proposer un logement plus pérenne, un petit appartement près de la place du village, avec un loyer gratuit pour les 6 prochains mois, le temps que vous puissiez vous remettre sur pied. » Sandrine cligna des yeux, sans voix. « Je ne sais que dire. Dites simplement oui. » La voix de Nicolas retentit derrière elle. Sandrine se retourna et le vit appuyé contre la rampe, les bras croisés, un léger sourire aux lèvres. Il avait dû arriver tôt, pour prendre des nouvelles, comme à son habitude. Les 2 femmes se tournèrent, surprises, puis sourirent. « Vous devez être les motards dont tout le monde parle. » Patrick et Philippe apparurent derrière Nicolas, tous 2 les bras chargés de sacs de course. « Coupable ?» dit Patrick avec un large sourire. « Mais nous venons en paix. » Chloé courut se jeter dans les jambes de Nicolas. « Tu es revenu !» s'écria-t-elle. Il baissa les yeux vers elle en riant doucement. « Je te l'avais promis, n'est-ce pas ?» Sandrine les observait, les larmes lui montant de nouveau aux yeux. Pas des larmes de chagrin cette fois, mais des larmes d'une joie qui ne peut naître qu'après avoir survécu au pire. Cet après-midi-là, Sandrine, Chloé et les motards suivirent les travailleuses sociales jusqu'à leur nouveau logis, un petit appartement au-dessus d'une boulangerie sur la rue du Chêne. L'odeur du pain frais flottait à travers les fenêtres ouvertes. Ce n'était pas un château, mais c'était chaleureux, sûr, et c'était à elle. Quand Sandrine franchit le seuil, ses jambes faillirent se dérober sous elle. Ce n'était pas à cause des meubles. Il n'y en avait pas encore beaucoup. C'était à cause de la paix qui y régnait. Chloé se mit à tournoyer en riant, sa robe bleue virevoltant. « Maman, on a une cuisine et une grande fenêtre. » Sandrine s'agenouilla, des larmes silencieuses coulant sur ses joues. « Oui, mon trésor, nous avons ça. » Patrick posa les sacs de course sur le comptoir tandis que Nicolas, appuyé contre l'embrasure de la porte, observait la scène en silence. « Ça te plaît ? » demanda Nicolas. Sandrine hocha la tête en s'essuyant le visage. « C'est parfait. Je n'arrive toujours pas à croire que des gens aient fait tout ça pour moi. » Nicolas haussa les épaules. « Parfois,
le monde a juste besoin que quelqu'un d'assez courageux commence l'histoire. Sandrine sourit faiblement. Je n'étais pas courageuse. J'étais morte de peur. C'est ça, le courage, répondit Nicolas. Agir malgré la peur. La semaine suivante, l'appartement se remplit de vie. Les voisins apportèrent des meubles d'occasion, un canapé, de la vaisselle, une petite table avec une éraflure que Chloé baptisa « notre porte-bonheur ». Chaque jour, quelqu'un venait frapper à leur porte. Certains avec des provisions, d'autres avec des lettres ou des mots de soutien. Un homme, propriétaire d'une entreprise locale de produits d'entretien, offrit à Sandrine un poste à temps plein avec un salaire décent. « Une personne comme vous mérite mieux que ce que vous aviez, dit-il. Sandrine accepta, bouleversée. « Merci, monsieur. » À peine était-il parti que Nicolas et sa bande arrivèrent, garant leur moto devant l'immeuble. Le grondement de leur moteur n'était plus un son angoissant pour Sandrine. C'était le son de la famille qui arrivait. Ils passaient leur soirée à la boulangerie du rez-de-chaussée, buvant du café et riant pendant que Chloé dessinait des motos et des anges sur des serviettes en papier. Un dimanche, une petite équipe de la télévision locale vint tourner un court reportage. Ils interviewèrent Sandrine dans sa cuisine, baignée de la lumière du soleil. « Quel message aimeriez-vous que les gens retiennent de votre histoire ?» demanda la journaliste. Sandrine hésita, puis sourit doucement. Que la bienveillance existe encore, et que les héros ne portent pas toujours un uniforme ou un costume. Parfois, ils sont à moto. Les motards, derrière la caméra, rirent. Nicolas secoua simplement la tête, un sourire tranquille se dessinant sur ses lèvres. Plus tard dans la journée, après le départ de l'équipe, Chloé sortit de sa chambre en courant avec un nouveau dessin. Celui-ci représentait leur nouvel appartement, entouré de motos, de cœurs et de visages souriants. « C'est chez nous », dit-elle fièrement en le tendant à Nicolas. Il s'accroupit à sa hauteur et le prit avec délicatesse. « Tu sais vraiment dessiner ce que tu ressens, gamine. »« Je dessine ce que je vois », répondit innocemment Chloé. Nicolas hocha la tête en pliant soigneusement le papier. « Alors continue de voir les bonnes choses. N'arrête jamais. » Ce soir-là, alors que le crépuscule tombait et que les lampadaires s'allumaient, Sandrine, à sa fenêtre, regardait les motards s'éloigner au loin, leurs feux arrière brillant comme des braises dans la pénombre. Elle sentit une larme couler sur sa joue, mais cette fois, c'était une larme de gratitude. La même ville qu'il avait autrefois ignorée portait maintenant son histoire comme une chanson. Et l'écho du cri de Chloé, « S'il vous plaît, aidez ma maman », n'était plus une douleur. C'était devenu autre chose. De l'espoir. L'automne s'installa précocement cette année-là. La ville qui s'endormait autrefois paisiblement à l'ombre du château de la Grêle respirait désormais différemment, plus légèrement, plus librement, comme si une vague de compassion avait balayé chaque recoin, purifiant l'air. Pour Sandrine Leclerc, chaque lever de soleil était une promesse de paix. Elle ne se réveillait plus au son strident d'un réveil ou d'ordres aboyés, mais au doux tintement de la vaisselle et au rire de sa fille. Leur petit appartement au-dessus de la boulangerie était devenu un véritable foyer. Les murs, autrefois nus, étaient désormais couverts des dessins de Chloé. Des motos aux couleurs vives, des visages souriants, et un en particulier, accroché au-dessus de la table de la cuisine. Une représentation de Nicolas agenouillé à ses côtés ce fameux jour, le clair de lune formant comme un halo autour de lui. « Maman », dit Chloé un matin, assise en tailleur sur le parquet, absorbée par son coloriage. « Tu crois que les motards vont venir aujourd'hui ?» Sandrine sourit en préparant son panier repas. « C'est possible, mon trésor. C'est dimanche, n'est-ce pas ?» Les yeux de Chloé s'illuminèrent. « Dimanche, ça veut dire crêpe avec monsieur Nicolas. » Sandrine rit doucement en secouant la tête. « Tu te souviens de tout, toi. »« Je me souviens des bonnes choses, » répliqua Chloé avec un grand sourire. Vers midi, le grondement familier des moteurs emplit la rue du Chêne. Sandrine ne tressaillit même plus. Ce son n'était plus synonyme de chaos. Il annonçait l'arrivée de la famille. La clochette de la boulangerie tinta alors que 3 motards franchissaient le seuil, apportant avec eux une odeur de vent et d'asphalte. Nicolas en tête, suivi de Patrick et Philippe. Tous sourire et rire. « Ça sent meilleur que l'essence, pour une fois, » plaisanta Patrick en humant l'air. Nicolas sourit en coin. « Parle pour toi. » La boulangère, Madame Dubois, leur fit un signe de derrière son comptoir.
Votre table est prête, les garçons. Et les crêpes de la petite sont déjà sur la plaque. Chloé se précipita vers Nicolas dès qu'il s'assit et l'enlaça fermement. J'en ai dessiné un autre, dit-elle en lui tendant un papier plié. Nicolas le déplia avec soin. Celui-ci représentait tout leur groupe, Sandrine, Chloé et les motards, attablés dans un café. La lumière du soleil inondait la scène par les fenêtres. Au-dessus, Chloé avait écrit en grandes lettres maladroites « Ma famille ». Il contempla le dessin un long moment, son regard s'adoucissant. Puis il sourit. Pas son sourire de motard dur à cuire, mais celui qui révèle une part de vulnérabilité. Tu as un vrai talent, gamine. Chloé sourit. Tu vas garder celui-là aussi? Il hocha la tête fermement. Absolument. Il plia le dessin avec précaution et le glissa au même endroit dans son gilet de cuir, là où il conservait le premier qu'elle lui avait offert. L'après-midi s'écoula au rythme des rires et des conversations autour d'un café. Sandrine resta un moment en silence, les observant plaisanter avec Chloé, l'aidant à verser le sirop, taquinant Patrick sur sa barbe grisonnante. Elle ne put s'empêcher de sourire. « Je ne sais pas comment vous remercier, dit-elle doucement. Si vous n'aviez pas été là ce jour-là. » Nicolas secoua la tête. « Ne repensez pas à ça, Sandrine. Ce qui est fait est fait. Vous avez survécu. C'est tout ce qui compte. » Je sais, dit-elle en regardant par la fenêtre. Mais parfois, l'image me revient quand je ferme les yeux. Lui qui crie, elle qui pleure, moi pétrifié. Nicolas se pencha en avant, sa voix basse et posée. Vous voulez savoir la vérité? On a tous nos fantômes. Mais vous ne devez rien à votre passé. Ni votre peur, ni vos nuits blanches. Vous avez déjà payé votre tribut. Il est temps de vivre. Sandrine le regarda, les yeux embués. Vous savez toujours quoi dire. Il eut un petit rire. Non, je sais juste ce que c'est que le silence. C'est pire que la douleur. La pièce plongea dans le silence un instant. Un silence non pas pesant, mais sacré. Le silence qui signifie que tout a été entendu. Plus tard dans la soirée, alors que le soleil déclinait derrière les collines, Sandrine emmena Chloé au petit parc communal en bas de la rue. L'air sentait la pluie et les nouveaux départs. Des enfants jouaient sur les balançoires tandis que leurs parents discutaient à proximité. Chloé courut devant, son rire cristallin emplissant l'air. Sandrine s'assit sur un banc, fermant les yeux pour s'imprégner des bruits de la vie. « Je peux m'asseoir » demanda la voix de Nicolas à côté d'elle. Elle sourit sans ouvrir les yeux. « Vous nous retrouvez toujours. » Pas difficile quand elle rit aussi fort, répondit-il avec un sourire. Ils restèrent assis en silence un moment, regardant Chloé courir dans l'herbe, sa robe bleue flottant dans la brise. Sandrine finit par parler. « Vous vous demandez parfois pourquoi vous étiez là ce jour-là » Nicolas prit une longue inspiration. « Tous les jours. Peut-être que je me suis arrêté pour prendre un café. Peut-être que le destin m'a arrêté. Quoi qu'il en soit, j'étais censé être là. » Sandrine hocha la tête, les yeux brillants. « Vous l'étiez. » Elle se tourna vers lui. « Vous m'avez sauvé. » Nicolas la regarda, son expression chaleureuse et sincère. « Non, Sandrine. C'est elle qui vous a sauvé. » Nous n'avons fait que répondre à son appel. Alors que le crépuscule s'installait, Chloé revint vers eux et grimpa sur le banc, prenant la main de sa mère d'un côté et celle, gantée, de Nicolas de l'autre. « Vous êtes mes deux héros, dit-elle d'une voix ensommeillée, posant sa tête sur le bras de sa mère. Sandrine l'embrassa sur le front en murmurant. « Et toi, tu es le nôtre, mon trésor. » Nicolas sourit faiblement. « Elle a votre force de caractère. » Sandrine rit doucement. « J'espère qu'elle aura votre courage. » Il haussa les épaules. « Elle en a déjà plus que nous deux réunis. » Le ciel s'assombrit, prenant des teintes violettes, les dernières lueurs orangées s'évanouissant à l'horizon. Nicolas se leva pour partir, jetant un regard à l'enfant, maintenant endormi dans les bras de sa mère. Il hésita, puis sortit de son gilet les deux dessins de Chloé. « Gardez-les précieusement, dit-il à voix basse en les tendant à Sandrine. Elle fronça les sourcils. « Vous êtes sûr ?» « Oui, répondit-il. Leur place est là où tout a commencé.
Sandrine les prit avec délicatesse, le cœur débordant d'émotion. Merci. Alors que Nicolas rejoignait sa moto, garée sous un lampadaire, le son du moteur emplit doucement le parc. Pas un son fort ou agressif, mais comme un battement de cœur s'éloignant dans la nuit. Sandrine le regarda partir, la lumière se reflétant sur son gilet, là où le premier dessin de sa fille avait reposé. Elle murmura dans la nuit, on n'ignore pas un cri comme celui-là. Chloé remua légèrement dans son sommeil, marmonnant, je t'aime, maman. Sandrine sourit, ses larmes captant la lumière du lampadaire. Moi aussi je t'aime, mon trésor. Et tandis qu'elle restait assise sous le ciel étoilé, le monde autour d'elle semblait renaître. Un monde où la bienveillance pouvait encore rouler sur deux roues, et où les anges portaient parfois des vestes de cuir.